Mais pour tout de suite, comme à chaque jeudi aux alentours de 16h30, c'est la chronique de Laurent Robichon-Leclerc. Salut Laurent. Salut Samuel, comment ça va? Ça va très bien toi? Numéro 1. Aujourd'hui, on prend une petite pause de politique. Ouais, ben c'est ça. Ben, j'étais fan de hockey aussi, puis là, il y avait le comme repêchage. Comme bien des Québécois quand même. Hein? Ouais. Le repêchage, ça revient le 30 juin, dimanche. Fait que ça me tentait de faire un petit spécial, puis j'ai un invité qui se connaît là-dedans, Étienne Pouliot. Salut, bonjour Étienne, ça va? Salut, ça va bien les boys? Ben oui, les boys, on part tout de suite dans le ton de hockey, j'aime ça. Ben oui, Donc oui, ben parle-nous un peu de toi, Étienne, pour nous dire en fait pourquoi t'es un peu spécialiste de ça. T'as suivi pas mal le junior, je pense, cette année. Ouais, j'ai regardé au-dessus de 100 matchs. T'as demandé juste de parler un peu plus proche de ton micro. Oui, désolé, j'ai regardé au-dessus de 100 matchs de junior peut-être cette année. J'ai regardé aussi le championnat mondial junior des moins de 20 ans. J'ai regardé les moins de 18 ans. Victoriaville, je crois. Ça, c'était les moins de 17 ans. J'étais allé aussi, pareil, okay. C'était le fun. En direct, c'est spécial. C'est toujours une meilleure vision du jeu. Tu sais, puis, effectivement. Puis c'est ça. Puis je regarde beaucoup de hockey. Puis c'est de quoi qui m'intéresse en même temps. C'est de quoi que au fil des années, tu sais, je m'améliore. J'apprends des choses. C'est sûr que j'ai pas vraiment de formation là-dedans. C'est pas mal sur le tas. C'est pas mal une passion, je dirais, plus que je suis un expert. Ben quoi qu'avoir une centaine de matchs par année, je pense que effectivement tu dois quand même connaître ça pas mal. Ceux qui ont des spécialités à la TV, qui sont des experts, des fois. Ceux qui sont plus des experts, des fois, c'est ceux qui regardent plus des games d'un bar puis ça fait le même. Effectivement. Ben, c'est que c'est dur à prévoir d'une certaine manière. C'est le fun, justement, d'essayer de faire des prédictions, exactement. Mais c'est vraiment sur la glace que ça se passe. Et, juste pour parler un peu de ça aussi, j'ai pogné un reportage dernièrement à la télé qui essaie de détruire un peu le mythe des experts, justement, et il parlait que dans les séries éliminatoires, je m'en rappelle plus quelle année, il y avait un réseau de télé aux États-Unis qui faisait des prédictions, et il y avait un singe aussi qui prédisait les séries, en fait. Et le singe a eu un meilleur taux de réussite que les vrais analystes. Donc, finalement, ils ont congédié le singe. Ça devait être un peu humiliant pour les analystes, les spécialistes, là. Le singe avait un meilleur pourcentage. Ouais, j'ai vu le même reportage. J'ai vu le même reportage, hein. Bref, donc je crois qu'effectivement, t'as pas à être gêné de ce que t'avances. Fait que on va commencer tout seigneur, tout honneur par les meilleurs joueurs au prochain repêchage, en fond, ceux qui vont être repêchés dimanche. Ça va être qui le premier, là? Le Colorado, ils ont lancé qu'ils repêcheraient un attaquant. Au départ, on avait comme une égalité au premier rang entre Seth Jones, qui joue pour Portland dans la Ligue de l'Ouest, et Nathan MacKinnon, qu'on connaît un peu plus, qui vient d'Halifax, ils viennent de remporter la Coupe Mémorial. Ils ont quasiment pas perdu un match. Exactement, ils ont un rouleau compresseur. En séries éliminatoires, c'était assez... Puis des hauts scores également. C'est ça, MacKinnon devrait être le premier choix, parce que le Colorado vise un attaquant. Je pense, tout le monde croyait que ça serait Jones au départ parce que Jones vient du Colorado. Son père, c'est un ancien basketteur. Il a joué justement pour les Nuggets du Colorado et les Bulls de Chicago. Okay. Donc ce fils d'athlète, c'est un défenseur qui est très rare, un type de défenseur qui est très rare. Il patine, son coup de patin est vraiment fluide. On parle d'un gars de 6 pieds 4, 200 livres, qui est bon offensivement, défensivement, qui se fait rarement prendre à contre-pied. C'est vraiment le rêve de tout entraîneur d'avoir un défenseur comme ça et de l'envoyer dans la mêlée 30 minutes par match. Puis en général, les équipes championnes commencent par la défensive plus que par l'attaque aussi. Généralement, oui. Et, on n'a jamais, comme dit Marc Bergevin, on n'a jamais assez de bons défenseurs. Mais Patrick Roy a coaché dans la Légion majeure et il connaît très bien les MacKinnon et Drouin. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il va prendre MacKinnon avant. On peut aussi noter que MacKinnon, dans la finale, la Coupe Mémorial, a fait un tour du chapeau. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour les recruteurs. Quand le moment est important, le gars se lève, il sort un gros match au bon moment. Quand le joueur performe dans les moments où ça compte. Exactement. Ensuite, on peut pas passer à côté de Jonathan Drouin. Donc, vous aurez compris que MacKinnon premier, Jones deuxième à la Floride. Probablement. C'est un no-brainer, comme ils disent en anglais. Jonathan Drouin, dans le fond, il devrait tomber à Tampa Bay. Eux autres qui ont probablement le choix le plus facile dans le repêchage à faire. Ils prennent le troisième du top 3 qui est vraiment prédéfini. Jonathan Drouin, selon moi, c'est probablement le meilleur attaquant du repêchage pour moi. Plus que MacKinnon? Oui. C'est une préférence. MacKinnon va sortir avant, mais moi je préfère Drouin. Pourquoi?
Premièrement, c'est parce qu'il y a une vision du jeu qui est l'enfer. C'est un gars qui a une intelligence sur la glace. C'est incroyable à le voir aller. Il lit le jeu une fraction d'avance avant tout le monde. C'est lui, à chaque fois que McKinnon faisait un but, mais Drouin avait une passe. Il était jamais bien loin. C'est tout le temps lui qui préparait les jeux. Alors que McKinnon, c'est plus le gars de finesse et de vitesse, peut-être? Je te dirais que Drouin, McKinnon, oui, la vitesse, oui. Mais Drouin, c'est plus le fabricant de jeu, le cerveau. McKinnon, c'est lui qui allait plus dans les coins, chercher la rondelle et puis sortir de là. Et puis la finition aussi, là. Quoique Drouin est pas mauvais là-dedans non plus, là. Un gars qui a fait 105 points en 48 matchs en junior, ça prend des mains. Effectivement. Ensuite, au 4e rang, moi, je verrais Alexander Barkov. C'est un Finlandais. Un autre gros bonhomme de 6 pieds 4, 6 pieds 2, 200 livres environ. C'est un attaquant un peu différent des deux autres. Il est plus défensif, sauf qu'il est excellent offensivement également. C'est un gars plus complet que les deux autres. Peut-être, mais moins bon offensivement, je dirais. Tu comparais à quel joueur de la Ligue nationale à peu près? C'est difficile à le comparer. Peut-être un Jordan Staal, peut-être Eric Staal, un des deux frères Staal. Mais encore là, il est peut-être un petit peu moins physique, mais je pense qu'il est encore plus talentueux que ces gars-là. C'est un gars qui a dominé la ligne de Finlande à 16 ans et à 17 ans. Il joue avec des joueurs plus âgés. C'est des adultes, c'est des gars de 30 ans. Il joue avec des gars de 30 ans et puis il a terminé 8e rang des marqueurs cette année. C'est vraiment impressionnant. Ça a jamais été fait, en fait. Là. Rappelle-nous son nom. Alexander Barkov. Alexander Junior. Barkov. Ouais. Junior, en plus. Ouais, Junior, ouais. Ça va être là en arrière du chandail. Je suis pas sûr qu'il va mettre Junior. Ouais, c'est ça. Par la suite, il y a un joueur qui pourrait probablement sortir premier au total s'il était canadien, honnêtement, parce que il y a toujours la menace russe qui plane, la KHL qui plane en haut de la LNH, puis les équipes commencent à moins aimer ça. On a vu Radulov qui a quitté Nashville pour aller dans la KHL. Bon, son nom c'est Valeri Nishkushkin. Je sais pas si la prononciation est bonne. Mon russe est un peu rouillé. mais ça se tient, je trouve. Nishkushkin, c'est un attaquant de 6 pieds 4, 230 livres, qui patine comme le vent. C'est incroyable de le voir aller. J'en crois pas mes yeux. Le seul hic avec lui, c'est qu'on se questionne si vraiment il a le sens du hockey, si vraiment il a le sens pour faire la passe à ses coéquipiers, si vraiment il voit le jeu devant lui ou s'il fait vraiment juste aller au filet puis couper au filet et lancer. Des fois, on peut se questionner là-dessus. Tendance à moins jouer en équipe, peut-être? Ou Ouais, peut-être, ouais, probablement. Mais en même temps, au moins 18 ans récemment, là, à Sochi, justement, il s'est démarqué et puis il était vraiment un homme parmi les enfants à ce poids-là. C'est incroyable. Donc, si un entraîneur est capable de lui montrer à jouer défensivement, parce que c'est une autre de ses lacunes, et à jouer plus en équipe, ça pourrait être un vol, même au 5e rang. C'est incroyable. Il y a le package deal, c'est incroyable. Est-ce que il serait plus vite qu'à McKinnon? Je dirais non. McKinnon, selon moi, c'est le plus rapide du repêchage avec certains autres. Mais l'autre, il est beaucoup plus gros. C'est ça, l'autre est beaucoup plus lourd, donc il est plus difficile à arrêter. Il y a 4 pouces de différence entre les deux, puis une trentaine de livres. C'est un train. Il est difficile à arrêter quand il coupe. C'est quoi son nom? Valeri Nishkushkin. OK. M'a l'appelé Valérie, là. C'est bon. Mais Valérie, on sait quoi je voulais dire. Tu sais, dans le fond, c'est qui a le plus de talent brut dans tout le repêchage? Parce que tu parlais de ses lacunes, peut-être en défensive, mais ça s'apprend, tu sais. Puis même le caractère, à la limite, ça peut se construire, mais le talent brut, le diamant qu'on polie, ça ne s'apprend pas. Moi, est-ce que c'est McKinnon qui serait moi, je dirais diamant brut? Serait Drouin. Honnêtement, c'est un gars... il l'a dit souvent dans ses entrevues, il a passé beaucoup de temps quand il était jeune à patinoire, ça paraît. Il a des mains, il peut, dans des zones restreintes, c'est incroyable ce qu'il peut faire. Il va faire. Il y a des joueurs de la Ligue nationale qui vont avoir l'air fous à cause de lui, ça sera pas long. Puis il va aller rejoindre les autres Québécois avec le Cavalier Saint-Louis, c'est des bons mentors. Ah oui. Et moi je le vois comme le dauphin de Martin Saint-Louis, c'est tellement un bon fit comme ils disent là, c'est incroyable, ça va aller très bien. Mais malgré que le Cavalier, il a été racheté aujourd'hui, par exemple, faudrait faire attention. Il a été racheté. Il a été racheté. Okay. Fait qu'il va signer avec Montréal demain. On verra. Pas demain, il faut que ça aille après le 1er juillet, je pense. Exactement. C'est 5 juillet cette année. Ouais. Puis le club qui repêche au 6e rang, c'est qui? Le 6e rang, attends un petit peu, tu me poses une bonne question. Si je me trompe pas, c'est les Flames. OK. Et les Flames, et moi je les vois repêcher Elias Lindholm, qui est un Suédois.
un autre centre, ça fait 4 centres, un autre centre, qui a joué au moins de 20 ans aussi avec la Suède, même si c'est un gars qui est âgé, on appelle ça un late au hockey, là. Il est né en 94, même si la majorité des gens sont nés en 95 pour le repêchage. C'est un gars qui est extrêmement talentueux, qui est comme généralement les Suédois, très fiable défensivement dans les deux sens de la patinoire, peut jouer en désavantage numérique, en avantage numérique. Il a un bon coup de patin, il a une bonne vision de jeu, c'est un joueur qui est très complet. Peut-être il est très talentueux aussi. Peut-être pas autant que les autres, mais il est vraiment complet, ce qui pourrait attirer des équipes qui recherchent plus ça. Là. Ça serait pas mal mon top 6. Tantôt, tu parlais de McKinnon et de Jones, qui serait possiblement, bon, comme tu disais, le no-brainer, là, 1 et 2. Mais s'il y en avait un, là, parmi ces joueurs-là, qui aurait causé une surprise, peut-être, puis à sortir avant un de ces deux-là, d'après toi, ce serait lequel? Drouin? Oui, ce serait, selon moi, ce serait Drouin. Mais peut-être Barkov, on sait pas, peut-être qu'il y a une équipe qui va aimer ça. C'est impressionnant, c'est ce qu'il a fait, là. Vraiment. Là. Puis est-ce que tu aurais vu une carte cachée, peut-être? Tu sais, ce que je veux dire, c'est une espèce de Milan Lucic, qu'on voit pas, mais tu sais, qui est gros ou qui a une caractéristique qui est vraiment hors norme, mais il y a encore beaucoup de potentiel à faire et de travail à faire. Mais que s'il l'atteint, ben là, il peut supplanter beaucoup de joueurs. Est-ce que tu as vu de ce type de joueur qui... Moi, un joueur que j'ai bien aimé... C'est sûr que c'est difficile à dire. Que j'ai bien aimé, il est peut-être pas aussi solide en termes de pugiliste que Lucic, parce qu'il vient des rangs des moins de 18 ans américains. Là-bas, ils se battent pas vraiment. Quand ils se battent, ils se font sortir du match. Donc, mais c'est toute une pièce d'homme. C'est Michael McCarron. Moi, je le vois sortir en début de deuxième ronde. OK, fait que le Canadien, ça serait peut-être un... Ça serait un joueur qui pourrait cibler, honnêtement. Dans le début, ils ont 2 choix dans le début de la deuxième ronde. Ce serait un joueur qui pourrait cibler. C'est un Américain. C'est un gros gars qui patine, qui est physique, qui a pas peur d'être physique. Tu sais, il se sert de ses atouts. C'est ça qu'on aime. Il y a des gros joueurs, des fois, qui ont peur de s'en servir. Mais lui, c'est pas le cas. C'est Mike McCarron. Mike McCarron. Ça fait déjà un petit bout qu'on parle, Janvier. On va passer en musique. Oui, puis après, on va parler plus de la région de Sherbrooke. Un peu plus des joueurs qui viennent de la région aussi ou qui ont séjourné dans la région, qui sont peut-être intéressants. Peut-être revenir un peu aussi au cas du Canadien au retour. Ouais. On va regarder ça. En attendant, vu qu'on parle de hockey, je me suis dit, on va se faire plaisir. On va aller écouter les Dale Hawerchuk avec Dale Hawerchuk. Toujours sur les ondes du CFAK 88,3 FM. On continue à parler du repêchage de la Ligue nationale qui s'en vient. C'est ça samedi, on disait? Non, c'est dimanche. Dimanche. Ouais. D'habitude, c'est le samedi. T'es pas fou. C'est le samedi, mais cette année, on a décidé de le faire en une journée. De 3 heures, puis d'habitude, ça dure 7 heures, donc jusqu'à 10 heures. Mais on va voir. Des fois, ça s'étire. Ça risque d'être une longue journée quand même. Ouais. Donc, on a passé au travail les tops avant la musique. Là, on va y aller... Avec ceux de Sherbrooke, en fait. Ouais, les joueurs locaux, ben dans le fond, il y en a un qui est un peu moins local, mais il a quand même joué pour le Phoenix l'an dernier. Puis je pense que les partisans l'ont bien aimé. Il s'appelle Vladislav Lysenko, défenseur russe. Les gens le surnommaient l'autobus numéro 7 du Phoenix parce que c'est un joueur qui est extrêmement physique. Il rentre comme un train sur le bord de la rampe. Il y a du travail à faire offensivement, honnêtement. C'est pour ça que je le vois plus sortir dans les rondes médianes. Mais c'est un joueur qui est un peu comme Yemelin. Il fait peur quand tu rentres dans la zone. Tu réfléchis 2 fois à passer sur son côté. Tu vas prendre tu vas prendre l'autre bord. Ouais, tu vas prendre l'autre bord. Puis il pèse combien, mesure? Il est 6 pieds, 200 livres, Lysenko. Il est quand même assez bien bâti. Il est pas si grand que ça, mais il est capable de se défendre. Puis il suit des cours de boxe en ce moment avec le Phoenix. Puis je l'ai vu le jeter les gants l'an dernier et il est capable de se défendre, le Lysenko. Donc, mais c'est pas nécessairement un mastodonte, là, un 6 pieds 200, c'est à peu près juste dans la moyenne des défenseurs. Mais des fois, il joue plus gros que ça, là. Oh, il joue pas mal plus gros que ça. Puis t'as pas besoin d'être grand pour être solide. Des fois, c'est de la technique pas mal. C'est vraiment du synchronisme pour aller frapper le gars. Et Lysenko, il l'a déjà développé. C'est vraiment. Est-ce qu'il y a des Québécois de la région qui seraient intéressants? Il y en a un, même je te dirais, il y en a 2 que j'avais oublié. Un prochain David Perron, là. Peut-être pas. Non. Peut-être pas. Il sera pas repêché en première ronde, mais c'est un petit gars qui est allé au Triolet, qui a joué pour les Harfans. OK. Il s'appelle Jérémy Grégoire. C'est le fils d'un ancien joueur. Voyons, le Saint-François. Okay. C'est Jean-François Grégoire. C'est le fils de Jean-François Grégoire. Et c'est le petit-fils de Jacques Grégoire. Ben oui. Donc, ça, c'est la lignée, ça. La lignée des Grégoire. Jérémy Grégoire,
lui, c'est un joueur que je vois sortir peut-être en 4e ronde. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup personnellement. C'est un gars qui est fiable dans les 200 de la patinoire, qui est bâti pour le jeu des séries éliminatoires. Si je me trompe pas, il a fait 10 buts dans les séries éliminatoires. C'est quasiment autant que ce qu'il avait fait dans toute la saison en 68 matchs. C'est vraiment impressionnant. Son junior, il a joué où? Peut-être que tu l'as dit. En ce moment, non, je l'ai pas dit. En ce moment, il est avec Bécomo, sous les ordres d'Éric Veilleux, qui avait gagné la Coupe Mémorial à Shawinigan. Mais il a débuté avec Chicoutimi. Je pense qu'il avait été repêché 5e au total. Donc, il y avait vraiment un beau potentiel. Bécomo, c'est eux qui avaient sorti Phoenix, justement, me semble. Exactement, c'est eux qui avaient sorti. Puis Jérémy, il se gâtait pas mal sur nos petits joueurs du Phoenix. Ben, c'est correct. Écoute, si on est en séries éliminatoires, on veut gagner. Ouais, puis il venait jouer chez lui aussi. Exactement. Il voulait bien performer. Exactement. Il y a un autre gars de la place. Il s'appelle Alexandre Bélanger. Peut-être un petit peu moins connu. C'est un gardien de but qui avait joué aussi à Magog. Il vient de Sherbrooke. Lui, il joue pour Rouyn-Noranda. L'an dernier, il a connu toutes les séries éliminatoires, lui aussi, avec Rouyn-Noranda. Il les a menés, si je m'abuse, c'est en demi-finale, ce qui est vraiment surprenant. Il y a personne qui les attendait là. Les Huskies ont connu toute une série. Grâce à lui, il a gardé toutes les parties presque à partir de la mi-année, car l'autre gardien s'était blessé. Il avait fait un échange pour Carl Osjan, mais ça n'a pas fonctionné finalement. Il était encore blessé, donc Alexandre a dû garder les buts et puis il a fait ça avec brio. Il a vraiment été bon. C'est un gardien que je vois sortir dans les rondes médiales également, 4e, 5e ronde. Mais ce serait quand même bon. 3 joueurs qui ont joué dans la région qui seraient repêchés au repêchage de la Ligue nationale. Ce serait vraiment très excellent. Effectivement. Tu parles, excuse-moi. Bon, ben, c'est ça, ben, peut-être dans LHMJQ en général. Ouais. Ben, cette année, c'est vraiment un repêchage qui était exceptionnel. Les experts sont tous d'accord. Stéphane Leroux ou même Bob McKenzie qui travaille pour TSN, les experts sont tous d'accord. C'est un repêchage exceptionnel pour la LHMQ. Moi, personnellement, je vois 25 gars se faire repêcher. Je suis peut-être un peu généreux, je suis peut-être un petit peu homer, comme il dit. On a le droit. Oui, mais en même temps, c'est vraiment exceptionnel. C'est probablement le meilleur repêchage depuis 98, depuis le repêchage de Vincent Lecavalier. C'est vraiment impressionnant. Non seulement en qualité au départ, avec McKinnon et Drouin, mais aussi en quantité. Il y a peut-être 10 ou 12 gars qui vont sortir dans les 2 premières rondes. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, ce qui est encore plus intéressant... Le draft, en général, il est exceptionnel, en fait. Également, oui, en effet. Les experts croient que ça va être probablement aussi bon, sinon meilleur que le repêchage 2003, où on se souvient tous, il y avait eu Ryan Getzlaf et Corey Perry avec les Ducks, Mike Richards, Jeff Carter qui joue maintenant pour les Kings, qui ont déjà gagné une Coupe Stanley avec les Kings. Dion Phaneuf, Eric Stahl. Ça a été vraiment une année où vous aviez un choix de première ronde, vous obteniez un bon joueur. C'était vraiment, si vous ratiez votre choix cette année-là, vous étiez vraiment pas très bon. Il y en a qui l'ont fait. C'était vraiment... Toi, on a pris André Costin, en tout cas. C'était déjà pas mal mieux que pas mal d'autres équipes. Est-ce que tu connais Hugh Jessiman? Non. Oh, il était avec les Blues. Non, si je me trompe pas, il était avec les Rangers, qui avait été repêché 10e au total, je crois, ou 11e. C'était vraiment un flop. Je ne pas que le Canadien cette année fasse un flop. Peut-être il y a des choix au Québec ou même ailleurs qui pourraient être intéressants parce que pour combler, c'est qu'il faut se grossir. Là. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'au Québec, c'est peut-être pas la meilleure filiale pour se grossir, mais il y a du talent à revendre au Québec. C'est incroyable cette année, honnêtement. Il y a quelques gars qui pourraient remplir le rôle de joueur plus physique, comme William Carrier qui jouait à Cap-Breton. C'est un gars de 6 pieds 2, 200 livres. Un gars comme on dit, un attaquant de puissance. C'est vraiment un gars qui a pas peur de salir le nez. Il y a quelques recruteurs qui se questionnent sur vraiment sa forme physique. Mais à part ça, si c'est le seul problème qu'il y a, moi, honnêtement, j'aurais pas de problème à le voir repêcher en 2e ronde. Ce qui est le fun avec les Canadiens cette année, c'est qu'ils ont 3 choix de 2e ronde en plus de leur choix de premier tour qui est 25e. Il est plus tardif que l'an dernier. L'an dernier, c'était 3e au total, donc c'était vraiment intéressant. Là, on avait vraiment un joueur exceptionnel. Mais cette année, ça sera peut-être plus en quantité que le Canadien. Ben, on a 4 choix finalement parmi les 50 premiers à peu près. Là? Les 55 premiers. 55 comme on a dit, c'était une très bonne QV cette année. Oui, définitivement. Le gars qui va te repêcher 55e pourrait être aussi bon que le gars qui va te repêcher 25e. Cette année, c'est... Un autre Piquet-Souban, ça serait bien. Exactement. Piquet-Souban, lui, avait été repêché 48e au total pour vous donner une année. Puis l'année de 2007, c'était pas une grosse année au repêchage. Donc, et puis Timmins, c'est un recruteur qui est probablement un des meilleurs de la Ligue nationale.
peut-être pas en termes de qualité, mais en termes de quantité, c'est lui qui a créé le plus de joueurs dans la Ligue nationale depuis qu'il est en poste avec les Canadiens. C'est vraiment... Donc, je m'attends à un bon repêchage du Canadien, honnêtement. Ça devrait bien aller. Avec c'est 6 choix en tout dans les 3 premières rondes, ce qui est vraiment... c'est très rare. Donc, des joueurs qu'on pourrait voir à Montréal d'ici facilement 2 ans, peut-être. Là. 2 ans, 3 ans. Peut-être 2 ans pour le premier choix et les choix plus tardifs de deuxième ronde. Après ça, 3 ans. Des fois, des gars, mettons, comme... qui pourraient peut-être être repêchés, qui avaient joué sous Donald Audette, excusez-moi, à Esther Blondin, qui le connaît bien. C'est un gars qui a besoin de prendre beaucoup de masse. Des fois, les joueurs sont pas très prêts physiquement pour la Ligue nationale. Mm-hmm. Donc, des fois, ça peut prendre plus de temps pour ça. Mais je sais pas si tu veux parler de certains joueurs plus en particulier ou bien, je sais que c'est pas vraiment de la QV 2013, mais tu sais, il y en a des joueurs qu'on a repêchés, les Canadiens repêchés, puis qu'on voit plus vraiment, ou on n'entend pas bien parler, comme Louis Leblanc, par exemple. Ou qu'est-ce qui se passe avec lui? Louis Leblanc, cet hiver, il s'est blessé à la cheville en départ de saison, et puis ça vraiment... après ça, ça a vraiment pas parti sa saison. Il a vraiment eu de la misère à prendre un départ. C'est une blessure qui est pas facile à guérir parce que tu sais pas vraiment comme une blessure, Alain, tu sais pas vraiment quand c'est guéri, quand t'es vraiment à 100%. T'es pas confiant quand tu remets du poids dessus, puis... Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu de misère, et en même temps, je pense que la confiance était plus là. Il y a d'autres joueurs qui avaient été rappelés avant lui, qui n'avaient pas nécessairement été des choix aussi élevés, et puis ça peut frapper la confiance. Donc, si le Canadien voudrait se grossir, est-ce que tu aurais des joueurs en particulier qui pourraient... ou ben ça peut être des bons joueurs que toi tu vois que... T'as pas des gardiens aussi, Carey Price, on sait qu'il aime plus bien faire l'épicerie. Du Québec, moi je vois ailleurs aussi. Un gardien pour le Québec, c'est Philippe Desrosiers qui garde les buts pour l'Océanique de Rimouski, qui a également gagné la médaille d'or avec le Canada au moins 18 ans récemment. Il avait gardé toutes les parties là-bas. Philippe Desrosiers, c'est un très bon gardien. C'est peut-être pas aussi bon que Foucalé qui avait gardé les buts avec les Mooseheads. Mais honnêtement, je préférais choisir un gars comme Philippe Desrosiers en deuxième ronde que Foucalé en première ronde. Pour moi, ça serait un meilleur investissement. Quand tu parlais de joueurs physiques, il y en a un aussi, pas très loin d'ici, à Victoriaville, Jonathan Diaby. C'est toute une pièce d'homme également, 6 pieds 5 et puis 220 livres. Il n'a pas fini de grossir. Hein? Il n'a pas fini de grossir, il a seulement 18 ans. Et puis, c'est tout un pugiliste. Il se prend contre n'importe qui, contre les plus durs de la Ligue. Alors, généralement, les gars qui se rendent à la Ligue nationale, c'est pas nécessairement les plus durs, mais lui, il n'a pas peur de prendre n'importe qui. Puis, est-ce qu'il y a des statistiques qui peuvent mettre sa fiche avec ça, ou c'est juste un fighter? Non, c'est un très bon... c'est un défenseur défensif au départ. Mais je pense qu'il y a quand même un potentiel offensif moindre pour les professionnels, mais je pense qu'il y a quand même un potentiel offensif. Non, c'est parce qu'au début, je pensais que c'était un attaquant, mais c'est un défenseur. Non, c'est un défenseur, excuse-moi. On a besoin de défenseurs défensifs de cette grosseur-là. Ah oui, c'est un gros défenseur qui tasserait le monde devant le filet. Qui serait repêché à peu près à quelle ronde? Moi, je l'aime beaucoup, ce défenseur-là, donc je le vois en deuxième ronde, mais la plupart des gens le voient sortir en troisième ronde. Okay. Donc, est-ce qu'il pourrait se ressembler un peu à Tim Hardy? Est-ce qu'en termes de grosseur, ça ressemble? Il est un petit peu plus petit, mais c'est pas mal semblable. Je dirais qu'il est plus fort, moins moche que Tim Hardy l'était, mais c'est un moins bon patineur. Okay. Tim Hardy, vraiment, c'est exceptionnel, la façon qu'il patine. Pour un gars son âge, à son année de repêchage, c'était vraiment un gars de 6 pieds 7 qui patinait aussi vite qu'un gars de 5 et 10, c'est quelque chose de rare. Puis évidemment, là, t'as pas été visité en Europe, là, mais fait que c'est dur de te demander est-ce qu'il y en a qui sont passés sous le radar puis qui pourraient émerger dans les rondes tardives, là, que toi tu soupçonnes avec un talent caché, des espèces de comment il s'appelle à Détroit, là, Datsuk de ce monde, Zetterberg. Là. Ces joueurs-là, honnêtement, les vraies cartes cachées, je les ai pas vus jouer exactement parce que ces joueurs-là, faut aller vraiment les voir sur place. Les bons joueurs, généralement, moi je regarde plus les championnats mondiaux. Donc, généralement, c'est les meilleurs joueurs de leur QV pour leur pays qui sont là. C'est pas les cartes cachées. C'est sûr qu'il y a des fois, il y en a. Des fois, des joueurs sous-estimés un peu, qui ont fait l'équipe, mais qu'on n'a pas nécessairement aimé. En Europe, il y a un joueur qui est peut-être pas assez aimé à mon goût. Il s'appelle Marko Dano. C'est un Slovaque, ouais. C'est un Slovaque qui avait joué justement au championnat mondial junior.
et qui jouait dans la KHL en ce moment avec des hommes, qui est probablement la 2e meilleure ligue au monde. C'est quand même un fait qui est assez impressionnant de faire ça à 18 ans. Il n'y a pas grand joueurs qui font ça. Et puis, il se débrouillait assez bien. Et c'est un attaquant? Oui, c'est exactement. C'est un attaquant. C'est un ailier gauche qui peut jouer au centre également. Ça serait un joueur, moi, que je pense qui est peut-être c'est quoi sous-évalué. C'est un gars de 5 et 10. Il est pas si grand que ça. Parce qu'il faut pas que mais il est assez combatif. Il est assez combatif, honnêtement, pour un gars de 5 et 10. Puis c'est un scoreur, un passeur. Il est capable de pas mal tout faire offensivement. Okay. Il est assez fiable défensivement, mais je te dirais que c'est plus un gars offensif. Tu sais, fait que là... En tout cas, les Canadiens, il faudrait qu'ils se grossissent, mais tu sais, évidemment, pas se grossir, il faut aussi des mains, là, parce qu'il faut scorer des buts, hein, ça se gagne avec des buts, hein, des matchs de hockey, ça se gagne pas avec des points. J'ai dit, le cavalier est disponible, il est gros pis il a des mains. Ouais, mais quel âge, il 34? Ouais, c'est ça. Mais... Il est sur la pente descendante, mais quand même, ça reste un joueur qui a fait 0.8 points par match, c'est quand même rien à cracher dessus, là. Quand même. Ben, merci beaucoup. Très intéressant. Malheureusement, c'est là-dessus qu'on doit se quitter. Le temps file. Mais peut-être faire un retour la semaine prochaine. Ça vous tenterait-tu? Oui. La semaine jeudi prochain. On va parler de toutes les... Je pourrais... jeudi prochain, malheureusement, moi, je suis à Singapour. Singapour. À l'autre bout du monde. C'est pas grave, un peu difficile. Non, mais moi, je peux en parler un petit peu, là. On va essayer de faire un petit retour là-dessus, voir est-ce que les prédictions se sont avérées justes, du moins pour les 3-4 premiers choix. Après ça, on sait que c'est un peu une loterie d'une certaine manière, là. Mais merci beaucoup. On se retrouve donc, Laurent, la semaine prochaine. Ouais. Et sinon, bon voyage. Puis la semaine prochaine, je vais parler, après un petit retour sur le repêchage de 5 minutes, là, je vais reparler du capitaliste qu'on était supposé de parler aujourd'hui. Effectivement. Parce qu'il faut pas l'oublier quand même. Non, c'est très important, le capitaliste. Donc, merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause publicitaire. Au retour, on poursuit les capsules sur la rencontre Montpellier-Sherbrooke.